Un podcast ici. Véronique a 63 ans et c'est ce qu'on appelle une femme libre. Une femme qui aime, une femme qui a des désirs, bref, une femme qui assume sans détour. Elle a toujours été libre dans sa tête et dans son corps, jusqu'à ce que la ménopause débarque dans sa vie. Pendant la ménopause, la baisse de la libido, ou disons plus largement les difficultés dans la sexualité, ça concerne entre 30 et 50% des femmes selon les chiffres. Et c'est un peu le sujet tabou parmi les sujets tabous. J'en profite pour dire qu'au même âge, les hommes ne sont pas en reste, puisque les chiffres sont exactement comparables. Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes curieux aussi, quel que soit votre âge ou que vous habitiez. Bienvenue dans le premier épisode de Bouffées de chaleur. Parmi les grands thèmes abordés, il y avait la ménopause, ce bouleversement hormonal qui marque la vie des femmes et est parfois très mal vécu. Tout de même, oui, c'est gênant. C'est gênant. Quand même, pas trop grossir, ceci, cela. On a l'impression que quelque chose arrive qu'on ne peut pas maîtriser et qui est fort désagréable. Parce qu'on prend du poids, évidemment, à la ménopause. Nous ne sommes plus à l'époque de Balzac, où la femme de 30 ans était bonne à mettre au rebut. La baisse de la libido à la ménopause, médicalement, ça s'explique assez simplement. Le corps peut être mis à rude épreuve. Évidemment, les hormones chutent, en particulier les œstrogènes. La sécheresse vaginale peut s'installer, parfois les troubles du sommeil, les bouffées de chaleur, la fatigue chronique, etc. Bref, tout ça peut mettre un coup à l'envie, au désir, à la disponibilité. Et puis, il y a un truc qui me met rudement en colère, c'est ce que j'appelle la ménopause sociale. C'est-à-dire cette idée communément admise que les femmes, passé un certain âge, doivent sortir du champ de la sexualité et de la désirabilité. Pour ça, l'histoire de Véronique, elle dit beaucoup de choses. Elle dit la libido qui dégringole et qui transforme nos jours et nos nuits, la vie de couple qui chancelle au passage, et puis cette image de soi qui est bousculée. Et c'est dur quand ça arrive. Allez, je vous retrouve juste après le témoignage de Véronique pour partager quelques conseils. Avant la ménopause, je suis une femme active qui vit en ville, dans une grande ville, à Rennes. Je travaille comme animatrice radio. Je suis en couple avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, bien plus jeune, 20 ans d'écart. On ne vit pas ensemble. Lui a son appart, moi j'ai le mien. Je suis une fille assez insouciante, une ado un peu attardée, très libre dans sa tête et qui vit à travers sa bande de copains. Donc j'ai une vie sociale intense et mes années sont jalonnées par les vacances, les sorties, les restos. Après, je considère que j'ai une sexualité qui est plutôt épanouie. Je connais mes atouts, mais c'est pas une fierté, ma poitrine. Ça convenait à certains hommes. Le fantasme de la grosse poitrine, je l'apprends à personne. Je suis pas du tout sportive. Mais j'avais la chance d'avoir une tonicité au niveau de la peau. Il y avait même des gens qui me demandaient si je faisais du sport alors que j'en ai jamais fait parce que j'avais une carrure. Après, j'étais pas là à m'admirer dans la glace du matin au soir. Avant d'être en couple, je me suis inscrite sur un site de rencontre, le premier de ma vie, avec une honte quelque part en me disant je m'inscris, je mets des photos de moi. Je me souviens, j'étais en vacances en Espagne avec mes copains gays. J'ai commencé à avoir des contacts là. Et en fait, je me suis rendu compte que les hommes qui me contactaient, alors d'une part, j'avais rien demandé, ils étaient plus jeunes que moi, et plutôt pas mal. Donc je me suis dit, bon, ça va, tu vois encore un petit quelque chose sur le marché. Voilà, donc ça a été une période assez valorisante pour moi. J'en ai profité. On va dire que j'ai eu des aventures, voilà. Mais qu'en fait, moi, ça m'arrangeait ça, de ne pas avoir d'histoire, parce que j'avais plus envie de ça. Mon corps répondait bien à l'époque. Mon corps était encore dans une phase où je me sentais femme et désirable. Et après, j'ai rencontré mon partenaire avec qui je suis restée 3 ans. Et c'est là où les choses ont commencé à basculer. C'est là où j'ai commencé à avoir les premiers signes de la ménopause. Quand je me rends compte que j'ai les premiers signes d'une ménopause, je dois avoir 55 ans.
Je découvre en fait l'abondance des règles, du flux. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai un flux qui est beaucoup plus important que d'habitude. Et je me dis, tiens, c'est quand même très bizarre, ces pertes qui sont plus importantes. Et mon réflexe, c'est d'aller sur Internet, commencer à regarder si cette indication, le fait d'avoir des règles abondantes, pourrait correspondre à un début de ménopause. La réponse est oui. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, quand même, c'est un peu inquiétant, hein, parce que c'est des règles qui frisent, pas l'hémorragie, j'exagère, mais pas loin. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais enfin voir un gynéco ou est-ce que je regarde parmi les plantes celles qui pourraient ralentir le flux des règles? Et j'opte évidemment pour la deuxième solution. Donc ça, c'est un premier signe de la ménopause. Deuxième signe, je vois quand même que j'ai le corps qui commence un peu à se modifier. Je ne fais pas partie des personnes fortes, j'ai des rondeurs et je commence à prendre un petit peu de graisse abdominale. Et puis, je commence à avoir des périodes où j'ai beaucoup de transpiration. Je transpire la nuit, je transpire le jour. Mes copines me disent, va voir le gynéco, prends des hormones, parce que là, ça commence. Je dis non, je veux pas, donc je ne prends pas d'hormones, je vais encore utiliser mes méthodes. Et donc, la méthode contre les bouffées de chaleur, espagnole, l'éventail. Je ne suis pas surprise par ce qui est en train de se passer. J'anime des émissions, notamment médicales. Donc, j'avais vraiment aucune excuse pour ne pas être au courant. Combien de fois j'ai rien dit, mais j'ai reçu des médecins, j'ai reçu des gynécologues, j'ai reçu du personnel de santé. Je posais mes questions innocemment ou pas. Et finalement, de ces émissions, j'en tirais aussi des informations personnelles pour moi, que je gardais, que je mettais dans un coin de ma tête en me disant ça peut à un moment peut-être me servir. Alors, je me suis dit, là, ma vieille, et j'utilise ce mot sciemment, là, ma vieille, ça y est, tu passes le cap de la ménopause. Je me demande même si le joli mot de ménopause, c'est pas finalement pour remplacer on va dire, la vieillesse embryonnaire. J'ai le sentiment que je deviens vieille. Au moment où je découvre la ménopause, je pense sexualité. Parce que, phénomène inéluctable pour beaucoup de femmes, la libido en berne, quoi. C'est-à-dire que, en fait, dans mon cerveau, ça ne me travaille absolument pas. Au début, je peux pas dire que j'avais 0 libido. Là, aujourd'hui, ça va bien faire 3 ans. Il se passe rien, quoi. C'est-à-dire, je peux voir un homme qui me plaît. Je peux tenter encore quelque chose. Je peux le faire. Mais alors franchement, si le gars, il me dit non, machin, je m'en fous et presque je me demande si je suis pas soulagée, en fait, qu'il me dise non. Parce que je me dis que peut-être si, à un moment, j'avais quelqu'un pour une sexualité, ça pourrait relancer ma libido. Mais en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et d'un autre côté, non, là, ça fait 3 ans que j'ai pas de désir en soi. Il y a un autre problème que j'ai déjà rencontré, c'est la sécheresse vaginale. Je me suis rendu compte qu'avec certains partenaires, en fait, je pouvais plus être pénétrée parce que il y avait plus de lubrification et même avec une aide annexe, avec des gels ou des choses comme ça, je ne pouvais plus avoir cette sexualité-là. Il y a des fois où j'ai évité la pénétration parce que qui dit pénétration disait douleur et je ne suis pas masochiste. C'est sûr que ça enlève une forme de plaisir dans la sexualité. Et en plus, comme je trouve que mon corps a changé, j'ai l'impression que je suis plus ou pas désirable. Je me dis, est-ce qu'un homme, aujourd'hui, de mon âge, ou plus jeune, pourrait être attiré par moi? Je me pose cette question-là. Parce que j'ai l'impression de renvoyer l'image d'une personne de 63 ans
Et, et moi, personnellement, cette image que je peux renvoyer ne me va pas parce que j'ai l'impression qu'à 63 ans, j'ai perdu une partie de ma séduction. Avant, j'aimais bien mon corps. Maintenant, je ne l'aime plus ou moins parce que quand je sors de la douche, que je me regarde dans la glace et tout, en fait, je ne me reconnais pas. J'ai plus mes points de repère que j'avais avant. Mon ventre, mes cuisses, mon visage. Ah oui, les bras. Le phénomène chauve-souris, là, les bras qui commencent à pendouiller. Donc je me dis, tu vois, pour me fringuer aujourd'hui, maintenant je me dis, est-ce que, Véro, tu vas t'acheter des robes à bretelles? Parce que si tu as des robes à bretelles, on va voir tes bras. Et je trouve que je m'en sors pas trop mal par rapport à d'autres nanas de mon âge, mais je vois quand même ce truc. Donc ça m'oblige aussi, ah oui, à me fringuer différemment. Ça m'oblige à me maquiller différemment, parce que je vois bien que certaines habitudes de maquillage que j'avais ne vont plus. Maintenant, dès que je mets du noir autour de mes yeux, ça fait une espèce de truc charbonneux. Il y a eu cette phase terrible de la transpiration nocturne. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai très mal vécu parce que on se réveille la nuit, on est en nage. Et en fait, je me sentais absolument pas désirable parce que quand tu es couverte de transpiration, quand tu as ta nuisette qui est trempée, quand tu passes ta main sur tes bras, sur tes jambes, en fait, ça ne glisse pas parce que c'est humide. Tu n'as qu'une envie, c'est aller prendre des douches. Ça m'est arrivé en pleine nuit de me doucher et de me changer, de me remettre dans des draps qui étaient quelquefois aussi humides. Je ne vais pas dire trempés, je ne vais pas aller jusque-là, mais humides, tu vois. Et cette sensation, mais c'est pas glamour du tout. La période où j'étais en couple, de temps en temps, il voulait se coller à moi, comme quand on est en couple, pour s'endormir. Et moi, je le repoussais en lui disant: ne te colle pas à moi, j'ai déjà hyper chaud. Si en plus tu te colles à moi, mais non, quoi, j'ai chaud. Il commençait à faire des approches avec une peau qui est humide et tout. Je disais: ne me touche pas. Je voulais pas qu'il me touche parce que l'image que je renvoyais, je dis: mais comment? Moi, j'inversais les rôles. Je me disais: mais moi, j'aurais à côté de moi un mec qui est en train de transpirer comme c'est pas permis. J'aurais pas envie de l'embrasser, de le caresser. Voilà. Et j'avais l'impression que c'était ça que je renvoyais, quoi. T'as pas envie qu'un mec te touche quand t'es comme ça. Plus, t'as la sensation que tes odeurs corporelles changent. Tu vois, même si moi, je suis très sensible aux odeurs, si je fais très attention et que je fais attention à mon hygiène, bah, quand tu transpires, tu as toujours l'impression que tu as ces odeurs sur toi alors que tu as mis du déo, alors que tu t'es parfumé. Et tout ça fait que, en fait, ta séduction, elle en prend un coup, quoi. Mon partenaire, il a plutôt bien accepté ça. Et voilà, et je lui ai dit, j'ai été très honnête, je lui ai dit: en ce moment, j'ai pas envie de relation sexuelle parce que je suis pas bien dans ce que je vis. Et ça, il y a pas de souci, il a accepté là-dessus, il me dit: je comprends et tout. Mais il était un peu interloqué quand même parce que il voyait physiquement les phénomènes. Il me dit: oh là là, mais je pensais pas qu'on transpirait autant. Après, on s'est séparés, c'est pas pour ça qu'on s'est séparés, hein, parce que j'étais ménopausée, ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est parce qu'à un moment, comme ça arrive dans une histoire, on n'était plus en phase, donc on a décidé de plus se voir. Mais je ne pense pas que ça a joué, je ne pense pas. Mais comme on n'avait pas de grandes conversations tous les deux, et notamment sur ce sujet-là, un jour, je saurais peut-être ou pas qu'en fait, on s'est séparés aussi parce que je n'étais plus désirable à ses yeux ou que moi, je renvoyais l'image d'une femme pas désirable. Je ne vais pas non plus lui jeter la pierre. Peut-être que moi, inconsciemment, j'avais l'impression de ne plus lui plaire physiquement et sexuellement. Et en fait, je me dis, un homme aujourd'hui, quand il va me voir nue ou en petite tenue, machin et compagnie, est-ce qu'il va pas être débecté, quoi? Est-ce qu'il va pas prendre ses jambes à son cou? Parce qu'en fait, le corps va pas lui plaire. Alors, je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est physique, je crois les deux, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne trompe pas, ce sont les photos. Et quand tu te vois sur les photos, tu te dis à un moment, oh là là, ouais, là j'ai quand même une tête où j'ai pris un peu plus les traits qui s'affaissent.
En fait, on perd la fermeté de sa peau, on perd l'élasticité. On est alors moi, je me tartine de lait corporel quand je me douche parce que, je veux pas avoir la peau rugueuse. Une fois, je me suis fait piquer le visage. Ouais, 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 parce que, j'avais cette chance d'avoir un ami, qui m'a dit: «Écoute, je vais te piquer». Donc en fait, il me propose, de me piquer avec de l'acide hyaluronique pour remonter un peu les pommettes, remonter le menton, les ailes du nez, un peu, le front et cetera et je lui dis: «Bah, d'accord». En fait, je prends ça comme un jeu. Donc je me retrouve avec des gros hématomes sur le visage. Je pense qu'il y a des gens qui ont pensé c'est pas drôle. Je pense qu'il y a des gens qui ont pensé que j'avais, subi des violences parce que j'avais des hématomes et des trucs, assez importants et moi, je n'étais pas très fière. Je mettais mon arnica dessus pour que ça passe et puis, j'ai comment dire? Gardé ça secret. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde et il y avait plein de gens qui me disaient: «Waouh, la retraite, ça te réussit vachement bien, tu as bonne mine et tout». J'étais là: «Merci l'acide hyaluronique». Mais ça s'en va, hein, ça dure pas longtemps, ça dure 6 mois. Depuis que je suis ménopausée, j'ai un peu modifié mon hygiène de vie. Déjà, je me suis mise à boire de l'eau, parce que je buvais pas assez, je m'hydratais pas assez, je le savais. Au niveau de l'alimentation, je fais hyper gaffe parce que, comme, si je fais pas attention, j'ai tendance à prendre du poids. Je fais attention. Le sport, faudrait que j'en fasse. J'y pense. Ça fait 50 ans que j'y pense. Je considère que, la vieillesse, c'est un deuxième combat auquel j'avais pas forcément pensé, avant la ménopause. Heu, c'est le combat de rester d'abord en bonne santé parce que, le fait d'être en bonne santé, permet de continuer à avancer, à faire des projets. Donc ça, c'est hyper important et moi qui précisais que, à l'époque de la ménopause, j'ai pas vu de gynéco et cetera. Là, je suis en train de complètement changer mon fusil d'épaule. Donc, voilà, je suis en train de penser les choses différemment et je fais beaucoup d'efforts, dans ce sens-là. J'ai été ménopausée en 2017, donc ça fait 8 ans, aujourd'hui. J'ai l'impression que ça, je l'ai laissé derrière moi, parce que j'ai quand même moins de désagréments. Heu, ouais, j'ai laissé la ménopause derrière moi, pour, commencer à me dire que là, je passe dans une catégorie, où je suis désormais senior. Voilà. Après, pour moi, ce qui est super important, à 63 ans, une fois que la ménopause est derrière moi, c'est vital et ça l'a toujours été pour moi, c'est d'avoir, des gens autour de moi, des gens que je côtoie. Voilà, quelquefois je me fais chambrer, hein, sur les désagréments de la ménopause, sur le début de la vieillesse et tout ça, mais je suis la première à en rigoler, je suis la première à faire des vannes. Je pense que ce qui pourrait être terrible pour moi aujourd'hui, c'est d'être seule. J'y pense quelquefois, je me dis: «Mais, ça doit être terrible quand on vieillit et d'être seule». Mais comme moi j'ai des amis qui ont 30 ans et que j'aime beaucoup, j'espère que c'est la même chose et je les aurai encore quand je serai vieille. Donc ça, c'est un bon plan. Merci beaucoup à Véronique pour son témoignage et puis cette parole si libre, j'adore. Je vous l'avais dit, elle assume et elle a bien raison. Après l'avoir écoutée, j'aimerais vous en dire un peu plus sur cette maudite baisse de libido. Vous dire d'abord que plein de femmes y échapperont et que la ménopause peut être un moment merveilleux pour la sexualité, grâce à la disparition des règles, de la peur d'avoir un enfant, des complexes. Et puis parfois, c'est tout le contraire et la libido, elle se casse la binette. Quand il y a une baisse du désir, moi ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est les insomnies? Est-ce que c'est la sécheresse vaginale? Est-ce que c'est l'image de soi qu'on a en compote? Est-ce qu'on a des difficultés dans le couple? En fait, il peut y avoir plein de raisons. Si vous ne comprenez pas pourquoi, rappelez-vous qu'il y a des médecins et des sages-femmes, des pros de la santé mentale et même des sexologues. Bon,
Dans les raisons qui peuvent casser la libido, eh bien, il y a avant toute chose la sécheresse vaginale. Malheureusement, en fait, le problème de la sécheresse vaginale, c'est que c'est très courant à la ménopause. Ça fait partie des symptômes les plus courants de la ménopause. Et pourquoi c'est très embêtant? Parce qu'en fait, quand on a de la sécheresse vaginale et qu'on s'en occupe pas, en fait, on va avoir mal pendant les rapports, tout simplement. Et en fait, le cerveau, il enregistre rapport sexuel égale douleur. Et donc, en fait, le cerveau, il va se dire bah, non, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir mal. Et donc, il va dire bah non, on va plus faire cette activité. Et en fait, ça va casser la libido. C'est vraiment aussi bête que ça. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'intervenir assez rapidement et de prendre le problème à bras-le-corps. Alors, comment? Eh bien, déjà, protégez votre microbiote vaginal qui est vraiment mis à mal par la chute des oestrogènes. Je suis une fan du microbiote vaginal. En fait, c'est un ensemble d'espèces bactériennes qui cohabitent à l'intérieur du vagin et qui, en fait, vous protègent des agressions extérieures. En fait, c'est génial, c'est des bonnes bactéries. On pourrait dire, c'est un peu simpliste de dire ça, mais j'adore le microbiote vaginal. On a des microbiotes partout, hein. On en a dans les yeux, on en a dans l'intestin, vous le connaissez certainement. Enfin bref, microbiote très important. Pour prendre soin de ce microbiote, eh bien, il faut se rappeler que le vagin, il est auto-nettoyant, exactement comme l'intérieur de votre œil ou de votre anus. Donc, il ne faut pas laver l'intérieur du vagin. Nettoyez uniquement la vulve une fois par jour avec des produits doux adaptés. Et puis je vais être un peu rabat-joie, mais pas de tabac, très peu d'alcool, voire pas du tout. Pas d'alimentation ultra transformée. Si on peut limiter, vraiment ça aide. Il faut faire attention au sucre et puis il faut faire attention au stress. Alors une fois que la mère roi a dit ça, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on en fait de ça. Mais oui, il y a plein de choses qui perturbent le microbiote. Mon deuxième conseil, c'est évidemment d'utiliser des lubrifiants pendant les rapports. Il n'y a pas de honte à ça. Ça semble anodin comme conseil, mais en fait, ça change tout. Et moi, ce que je vous conseille pour trouver celui qui vous convient, c'est d'en parler à votre pharmacien, au moins la première fois, ou à un professionnel de santé. En fait, il existe une multitude de textures et parfois, il faut en tester plusieurs. Mon troisième conseil, c'est d'hydrater régulièrement la muqueuse, c'est-à-dire la vulve et une partie du vagin. Alors là, vous me regardez toujours en me disant « mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ?» Mais non. Regardez, on hydrate ses lèvres en hiver, on met un baume parfois quand on a les lèvres sèches. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose avec le vagin et la vulve. Alors, il existe des ovules vaginaux hydratants, il existe des crèmes et même certaines huiles végétales comestibles de bonne qualité pour la vulve. Rien de bizarre là-dedans, c'est du confort, vous verrez, ça change la vie. Là encore, vous n'hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé ou à votre pharmacien. Quatrième conseil, évidemment, les œstrogènes locaux. On l'a dit, être ménopausé, c'est être carencé en œstrogènes. Et donc, quand la sécheresse devient vraiment gênante, eh bien, les traitements à base d'œstrogènes en application locale, donc par l'intermédiaire d'ovules ou de crèmes, eh bien, c'est hyper efficace. Ça agit directement sur la muqueuse, ça améliore la lubrification, ça redonne de la souplesse et ça réduit la douleur. Bien sûr, ce sont des traitements sur ordonnance, il faut demander conseil. Les contre-indications, honnêtement, aux œstrogènes locaux, elles sont toutes petites. Donc vraiment, ça vaut le coup d'en parler. Enfin, dernier conseil, évidemment, le traitement hormonal de la ménopause qu'on appelle entre nous le THM. En fait, dans certains cas, quand les symptômes de la ménopause, bouffée de chaleur, troubles du sommeil, sécheresse, baisse de la libido, etc. sont gênants, eh bien, il y a le THM qui peut être proposé. Le THM, c'est un traitement qu'on prend tous les jours et c'est un traitement qui est à base d'hormones, bien entendu. Alors, c'est une décision qui se prend avec son médecin. Ça ne se prend pas sur le coin d'une table, on ne peut pas récupérer les médicaments de sa copine. On tiendra compte de vos antécédents et de votre état de santé. Eh bien, ça peut paraître bizarre à dire, mais il n'y a pas assez de femmes qui en prennent. En fait, on sait que c'est à peu près 6% des femmes qui le prennent, alors qu'on estime qu'au moins 25% des femmes en auraient vraiment besoin. Et pourraient y prétendre parce qu'elles n'ont pas de contre-indication ou de problème particulier. Et donc, c'est vraiment dommage. Et ça vient du fait qu'en fait, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, donc pas avec le même type que d'hormones que nous, on utilisait, qui a mis en lumière une augmentation de l'incidence des cancers et qui a fait et d'ailleurs, c'est assez logique, très peur à tout le monde. Sauf qu'en fait, il y a une mauvaise interprétation de cette étude. Et donc vraiment, moi, je vous conseille d'aller voir vos médecins parce que du coup, il y a des femmes qui le disqualifient d'entrée de jeu sans même avoir consulté. C'est vraiment dommage. Allez voir vos médecins pour en discuter et voir si vous pouvez y prétendre si vous avez une ménopause qui vous enquiquine la vie. On en reparlera dans d'autres épisodes, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a autre chose qui m'interpelle quand j'entends Véronique, c'est cette histoire de chirurgie esthétique. La tentation du bistouri, pile au moment où le corps est en train de se transformer pour sauver les meubles, en quelque sorte.
Et j'avoue que moi, j'ai complètement changé d'avis en la matière depuis le moment où j'exerce. Quand j'ai commencé, je disais « Oh, qu'est-ce que c'est, la chirurgie esthétique, c'est pas bien, il faut s'assumer. Et puis les femmes sont très belles, et puis nanana. » Mais en fait, non, chacun voit midi à sa porte. C'est vraiment, il faut absolument se sentir libre. Et donc, utiliser la chirurgie esthétique si vous en avez envie. En tout cas, moi, en tant que sage-femme, j'ai pas du tout le droit de vous dire « C'est bien, c'est pas bien. » Vous faites bien comme vous voulez. Alors moi, je vais vous faire une confidence, c'est que lâche comme je suis, c'est qu'au début de ma carrière, j'avais pas trop envie de m'approcher des femmes qui étaient en ménopause parce que j'avais la vision qu'on a dans la société, c'est-à-dire des femmes rabougries, aigries, laides, tristes, avec des périnées tout relâchés, etc., etc. Et puis en fait, un jour, j'ai pas eu le choix, j'ai dû m'occuper d'une femme qui était patronne de café dans lequel j'allais travailler. Et je me suis dit, oh là là, la tannée, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être et tout. Et là, je suis arrivée chez elle pour de la rééducation du périnée. Et c'était une femme d'abord magnifique, avec un intérieur magnifique, qui sautillait partout, qui enlevait ses vêtements avec vraiment qui assumait, quoi, et qui était superbe. Et donc, en fait, elle m'a vue bloquée sur son corps, chose que je ne fais jamais. J'avais l'air vraiment d'une vache qui regardait passer les trains. Genre, mais elle est sublime, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On m'aurait donc caché ça. Et elle l'a dit. Elle m'a dit, mais enfin, Anna, qu'est-ce que vous croyez ? Enfin... Et j'étais vraiment, et je l'avoue, je le confie, j'ai honte, hein. J'étais très surprise. Et ce que je peux vous dire, c'est que plus je vois de femmes, en fait, elles sont magnifiques, elles sont... Enfin, je veux dire... Et puis parfois même, alors ça, c'est pas très sympa de dire ça de ma part, mais elles sont même souvent plus belles et plus en forme dans leur corps et plus agiles dans leur corps qu'à la trentaine quand elles ont des enfants en bas âge. Hein, où là, par contre, les signes de la fatigue et du corps qui a souffert peuvent être beaucoup plus... visible, quoi. Donc, non, les femmes qui sont ménopausées sont magnifiques. Et je dis pas ça pour faire plaisir, oh là là, c'est pas du tout mon style. Vraiment, ce que j'aimerais vous dire, c'est que face à cette image de soi qui change, et qui est fausse, je le rappelle, à cet âge-là, mais en fait, c'est vrai à tous les âges, il faut prendre le taureau par les cornes et réinvestir son corps, et il faut retrouver du plaisir. Moi, je pense que en retrouvant du plaisir, on réinvestit son corps, il faut le toucher, il faut le soigner, il faut, je sais pas, prendre des bains, se masser, se crémer, se regarder dans la glace, faire du sport, enfin, vraiment réinvestir son corps et réinvestir plaisir et corps. Voilà. Moi, il y a des femmes qui retrouvent l'estime d'elles-mêmes en faisant du sport, d'autres en se faisant masser, d'autres en s'habillant différemment, d'autres en allant chez le coiffeur, d'autres en se masturbant. Ça aussi, on pourra en reparler. C'est très... Voilà, pourquoi pas. Enfin, il faut pas se dire « Bon, bah voilà, moi, je suis une loque et puis je resterai une loque jusqu'à la fin de ma vie. » Certainement pas. Vous n'êtes pas une loque, vous êtes magnifique. Et donc, il faut retrouver votre identité et peut-être même la construire parce qu'il y a des femmes qui... en fait, étaient à côté d'elles-mêmes pendant toute leur vie, et puis c'est le moment d'habiter chez soi. Et plus que jamais, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous suivre ou vous abonner, notamment sur l'application Radio France. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Vous venez d'écouter Bouffée de chaleur, un podcast ici. Prise de son, Clément Bougneux et Antoine Greffine. Mixage, Clément Bougneux. Journaliste, Fanny Borel. Production, Clémence Olivier, studio de création ici.